Monsieur Lebeau, bonjour et bienvenue dans ce Panda Live. Bonjour. On va dire aussi bonjour à tous les internautes qui nous suivent en live ou qui nous suivront en différé sur Facebook. Alors peut-être quelques mots sur le principe du Panda Live. Donc c'est une interview qui dure 20 minutes, donc on ne va pas entrer dans le débat parce que le temps est limité. Et où l'objectif en fait c'est de mettre en lumière les programmes des différents partis sur les questions du climat et de la biodiversité. Mhm. En fin d'interview, on invitera aussi une jeune qui viendra poser une question au nom de la jeunesse. Elle s'appelle Eva, elle nous vient de Liège et on invitera donc en fin d'interview. Voilà, on y va donc pour C'est 20 parti. minutes de Panda Live, c'est parti en effet. Et donc première question, on va commencer par parler de ce qui nous tient à cœur au WWF, la biodiversité. Donc vous avez certainement vu ou pris connaissance de notre rapport Planète Vivante, Mhm. qui montre qu'au cours des 40 dernières années, on a perdu 60% des populations animales, de vertébrés pour être plus précis. Donc c'est une situation qui est pas loin d'être catastrophique si on ne fait rien dans les quelques années qui viennent. On estime qu'il y a, certains disent 12 années pour inverser la Mhm. tendance et éviter que la situation devienne catastrophique. Alors ça concerne des espèces emblématiques comme le tigre, l'éléphant, le rhinocéros, qu'on risque de voir disparaître sous nos yeux dans les prochaines décennies, mais aussi des espèces plus proches de chez nous, notamment les populations d'oiseaux dans les milieux agricoles qui diminuent fortement. Le plus connu et courant étant le moineau, qui a Mhm. perdu plus de Mhm. 50% de ses Enfant. populations au cours des dernières décennies. Et donc on imagine un scénario fiction si vous êtes au pouvoir non seulement au régional, au fédéral, mais aussi au niveau mondial et que vous pouvez prendre des mesures pendant 24 heures. Quelles seraient les grandes mesures que vous prendriez pour protéger le climat et préserver la biodiversité? Bah, je pense qu'on a un débat vaste, parce qu'il y a climat d'une part, Bien sûr. biodiversité d'autre part. Je vais peut-être plus focaliser d'abord sur la biodiversité, parce qu'on Oui. aura peut-être l'occasion de reprendre plus sur le climat tout à l'heure. Moi, je pense que le politique doit intervenir pour protéger justement les habitats, les biotopes. Je veux dire, il y a comme un gros problème d'harmonisation, de standardisation de l'ensemble des biotopes qui font en fait disparaître la plupart de nos espèces. Donc souvent, devant les gens, ils se posent la question, mais la biodiversité, ça sert à quoi? Mais la biodiversité, ça sert justement à avoir ce réservoir dans la nature d'une véritable créativité, une véritable évolution qui a eu lieu et qu'on doit maintenir. Et pour ça, si on continue dans la logique du profit à tout prix, de la standardisation de nos champs, de la standardisation de nos productions avec de plus en plus les mêmes cultures, les mêmes endroits, etc., etc., on va avoir une disparition de toute cette richesse, justement. Et donc, si vous abordez la question de l'avifaune, je suis d'un peu plus près, parce que j'aime bien la, comme vous savez, je Oui. suis un ornithologue, j'aime beaucoup suivre un petit peu ça de plus près. J'ai moi-même, alors que je ne suis pas encore très âgé, vécu effectivement cette différence. Vous avez parlé du moineau domestique, ça c'est Oui. très clair. Quand nous on était petits, les haies étaient remplies de moineaux, hein, ça tchaftait un petit peu à toutes les sauces. Partout maintenant on ne les voit plus, mais il n'y a pas que le moineau. Il y a des espèces quand même emblématiques que l'on rencontrait encore régulièrement. Prenez l'alouette des champs par exemple, c'était typiquement une Oui, espèce les chiffres sont dramatiques en vraiment effet. dramatique. Hein. Donc pour nos auditeurs, ben, c'est le petit oiseau que vous voyez voler au-dessus des champs, qui n'arrête pas de chanter, qui a la particularité de ne jamais devoir couper son chant, Oui. parce que hein, le l'air est en continu. Bon ben on a de moins en moins d'alouettes des champs. Le vanneau huppé, qui est quand même vraiment une belle espèce. Je veux dire, ben, ça c'est celle avec ses grosses ailes en carré qu'on voit un petit peu voler sur la plupart des champs. Diminution drastique des populations. Pourquoi? Parce que justement, on n'a plus de haies, on a des champs qui sont de plus en plus monothématiques dans ce qu'on y cultive. Et moi, je pense que l'extension de zones comme Natura 2000 me semble être une priorité pour préserver la Oui. biodiversité. Justement, donc on parle de choses locales et c'est intéressant parce que souvent on nous voit comme défendant des espèces très lointaines et finalement des thématiques éloignées de notre quotidien. Mais comme vous le rappelez, ça touche aussi à des espèces qui sont près de chez nous. Et ça nous amène à la question suivante, puisque on peut rêver d'avoir les mains sur... c'est un peu une question scénario-fiction. Mhm. Mais la réalité, demain, ce sont les élections fédérales et régionales. Et donc les partis politiques auront l'opportunité de définir des grandes priorités dans un cadre qu'on maîtrise plus ou moins, hein, Mhm. le fédéral et les régions, pour protéger donc le climat et la biodiversité. Et donc la question c'est, imaginons que le PTB gagne les élections, se retrouve partie prenante dans le gouvernement, quels seraient les deux sujets que vous mettriez, ou les deux grandes priorités que vous mettriez sur la table sur ces matières-là? Alors moi je vois deux priorités importantes. La première, vous savez que le PTB rentre dans une analyse systémique du problème. Moi, quand les jeunes sont en rue et qu'ils disent change the system, not the climate, hein, donc Oui. changer le système, pas le climat, ils ont raison là-dessus. Le problème n'est pas qu'une question de consommation individuelle ou de comportement individuel, mais d'un système. Système économique qu'il faut appeler, qui est le capitalisme, dont le seul but c'est faire du profit à court terme. Donc un système qui n'intègre pas tous les dégâts qu'il fait autour de sa marchandise qu'il vend. Lui, ce qui l'intéresse, c'est uniquement vendre sa marchandise. Nous estimons qu'on doit prendre des mesures politiques qui vont contraindre le tissu économique à prendre une autre voie en matière de climat. 40% de la production de gaz à effet de serre de CO2 en Belgique est produit par 306 multinationales
qui sont les multinationales qui sont repris dans le système ETS, le European Trade Scheme, qui est le fameux système des quotas carbone. Ce qui est quand même fou, donc il faut savoir quand même pour nos auditeurs, c'est que les entreprises ne sont pas contraintes de produire moins de CO2, elles ont des quotas qu'elles peuvent revendre ou acheter sur un marché du carbone. Donc, le capitalisme a réussi à réaliser la prouesse de vendre et de revendre les droits de polluer. C'est quand même fou, donc on leur a mis des contraintes, et donc ça amène à des conséquences, comme on voit maintenant ArcelorMittal, qui ferme 2 hauts fourneaux, et qui se fait du pognon sur la revente de ces quotas CO2 qui ne produit pas. Donc, concrètement, Donc qu'est-ce nous, que ce qu'on vous propose, c'est proposeriez par rapport à qu'on ça? arrête avec ces quotas CO2 et on Ouais. impose des normes contraignantes à ces 300 multinationales. C'est comme ça qu'on a fait avec les pluies acides. C'est comme ça qu'on a fait avec le trou de la couche d'ozone. On n'a pas dit vous avez les droits de polluer, donc on fait des CFC, etc. Non, on a dit ça, c'est la norme. Maximum autant de CO2. Et c'est ça que nous proposons. Et ça va obliger ces entreprises à investir dans des moyens technologiques pour diminuer la production de CO2. Et ce qui est fou, je trouve, c'est qu'on est le seul parti en Belgique à défendre ça. Tous les partis restent dans le cadre des quotas carbone. Vous avez une approche norme sur la question climatique. Au niveau biodiversité, vous auriez une autre mesure que vous mettriez en avant? Alors, au niveau biodiversité, c'est au niveau de l'agriculture qu'il faut intervenir. Faut arrêter. Faut arrêter de donner du subside purement à l'hectare, purement pour les gros producteurs, quoi. Je veux dire, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas qu'au niveau fédéral et régional, c'est au niveau européen aussi. On doit pouvoir aider les agriculteurs qui décident, par exemple, d'opter pour l'agroécologie. On va y revenir justement sur la question de l'agriculture et sur la question du subside, puisqu'on a sorti une étude il y a quelques semaines maintenant qui montre que la Belgique octroie 2,7 milliards d'euros sous la forme d'avantages fiscaux pour, disons-le simplement, brûler du pétrole. Mhm. On prend un exemple concret, celui des voitures salaires, des voitures de société. Donc un ménage qui a une voiture de société reçoit 500 euros par mois sous la forme d'avantages fiscaux, là où on investit 100 euros par mois et par ménage dans les transports en commun en Belgique. Ça induit des problèmes de mobilité, puisqu'on ajoute 15 000 voitures par an sur les routes. Ça induit des problèmes de qualité de l'air, des problèmes d'inégalité fiscale. Et donc, du coup, on a sorti, nous, toute une série de propositions, et je vais en citer 2 qui nous semblent importantes, parmi les autres. C'est, la demande de démanteler l'avantage qui est donné aux voitures de société à horizon 2025. Et la deuxième chose, c'est de taxer le kérosène et d'imposer une TVA sur les billets d'avion, puisqu'aujourd'hui, on crée une distorsion de concurrence en donnant un avantage à l'avion versus le train, par exemple. Donc, quelle est la position du PTB par rapport à ces propositions? Alors, proposition 1, tout à fait d'accord. Sur la question de la fiscalité des voitures salaires, mais je trouve le bémol important d'un point de vue social, Oui. c'est celui qu'en fait on a menti aux gens pendant 20 ans, on leur a dit vos salaires ne peuvent pas augmenter. Oui. La seule manière d'augmenter, c'est de prendre des méthodes défiscalisées, la voiture salaire en est une, les chèques repas en est une autre, etc. etc. Il me semble indispensable, mais ça dépasse le cadre ici aujourd'hui, purement la fiscalité, mais c'est sur l'action de la formation des salaires, que fatalement ce salaire qui a été octroyé aux gens, ils puissent le garder dans leur brut. Et que donc on augmente la part des salaires dans le produit intérieur brut belge. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 4 ans, les salaires ont perdu 2% dans le PIB et les bénéfices des entreprises ont augmenté de 3%. Donc c'est 9 milliards d'euros qui est passé du bénéfice des entreprises dans la poche, de la poche des gens vers les bénéfices des entreprises. Donc pour nous, ça nous paraît essentiel, évidemment, que cet avantage fiscal qui est complètement contre-productif, parce qu'il oblige les gens à acheter des bagnoles dans leur cadre professionnel, qu'on puisse transformer ça en augmentation de brut. Ça, c'est une première mesure. 2, au niveau du transport en commun, vous le savez que notre mesure phare, et on était tout seul, si vous vous rappelez, en août, on avait balancé notre proposition du transport gratuit, parce que nous trouvions qu'il fallait une mesure radicale pour changer, pour avoir un shift modal au niveau des comportements des gens, et tout le monde avait dit en fin août, c'est irréaliste, c'est populiste, enfin c'est tous les is possibles imaginables, quoi. Et aujourd'hui, on voit que la proposition est reprise par le PS, est reprise par le CDH à Bruxelles, enfin on a le débat sur le transport gratuit. Et c'est faisable. Il suffit de voir ce qui se passe à Dunkerque aujourd'hui. 35% de transfert de part modale de la voiture vers le transport en commun. Pourquoi? Parce que les gens disent, je peux prendre mon transport qui est gratuit. Le Luxembourg le fait aussi. Donc il faut oser sortir des sentiers battus. Si c'est pour prendre des petites mesurettes à gauche et à droite, ça n'ira pas. Donc transport gratuit et augmenter l'offre. Parce que ça, c'est mon problème. On reviendra tout à l'heure sur tout ce qui est fiscalité, etc., de type écotaxe, etc. S'il n'y a pas d'alternative pour les gens. Moi, j'ai plein de potes à moi qui travaillent sur le zoning de Bierzet. Ils me disent, Raoul, il n'y a pas de bus pour aller à minuit quand je vais travailler à TNT, quand je vais aller travailler sur le zoning. J'ai pas de bus pour pouvoir y aller. Donc, si on prend des mesures sans alternative, on va tout simplement aller ponctionner les gens. Et je crois qu'on doit donner une véritable alternative. Or, le transport en commun, c'est le parent pauvre un peu de notre politique ici en Belgique. Hein. Vous disiez le bémol, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement
concrètement par rapport au Moi, fait de mettre un bémol sur le démantèlement de cet avantage? Non, non, donc il faut le démanteler, mais Oui. il faut que ça soit intégré dans le salaire brut. C'est ça, ok. C'est ça, je crois que ça c'est très important. Et deux, qu'on offre une véritable alternative. Et alors en termes d'aviation, parce que souvent on entend les partis qui disent oui, mais si on impose une taxe, on va désavantager les compagnies belges ou européennes par rapport aux autres compagnies. Quelle est la position? Vous avez une position là-dessus? Bah oui, mais bon, il faut bien commencer quelque part. C'est toujours la même chose, hein. On ne peut pas le faire en Belgique parce que les autres ne suivent pas, etc., Mhm. etc. Donc moi, je pense que oui, on peut l'imposer ici au niveau de la Belgique. La Belgique est un pays qui peut être pionnier en la matière. C'est clair qu'il y a une dynamique européenne à avoir aussi. Je rappelle quand même que c'est l'élection européenne aussi Oui, le 26 mai, donc il y a un enjeu là-bas aussi. Mais c'est clair qu'on peut montrer l'exemple. Et je pense que de toute façon, si on ne casse pas ce cercle vicieux, c'est bien le problème qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'on ne va pas atteindre nos objectifs du GIEC. Parce que c'est quand même ça le débat ici aujourd'hui, c'est que la science, elle s'en fout de la politique, hein. La science, elle nous dit qu'il nous reste 400 gigatonnes, Mhm. ok, de budget carbone. On pourra donner toutes les explications qu'on voudra aux générations à venir. C'est 40 gigatonnes par an que nous produisons au niveau mondial. Il nous reste donc 10-12 ans devant nous. Oui. Et donc on doit prendre les mesures. Et le secteur aérien est un problème, le secteur industriel en est un aussi, et puis après les habitations et l'isolation au niveau des habitations. Donc il faut prendre l'ensemble de mesures systémiques pour Tout pouvoir à fait. résoudre ça. Et donc, autre domaine qui est responsable d'une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture. Donc, à l'échelle belge, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas toutes les agricultures, c'est principalement ce qu'on appelle l'agriculture intensive, c'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, beaucoup d'herbicides, et donc beaucoup de pétrole derrière, avec des conséquences qui sont dramatiques pour la biodiversité. On a cité l'exemple des pertes dans les populations d'oiseaux et d'insectes aussi dans les milieux, ce qu'on appelle les milieux ouverts, donc la campagne, hein. Aussi des conséquences sur la santé, puisqu'on met à risque la santé des agriculteurs, des consommateurs, avec des conséquences sur les emplois. On a perdu 62%, je pense que les gens n'y pensent pas souvent, mais on a perdu plus de la moitié des emplois agricoles depuis les années 80 en Belgique. Et tout ça ne tient que sous perfusion, puisque sans subside, le système s'écroulerait. Et donc la question, c'est quelle est la position de votre parti? Quelle est votre vision ou vos propositions concrètes pour changer le système agricole dans le futur? Vous avez bien fait de préciser la question que ce n'est pas l'agriculture en général qui est le problème, mais c'est l'agriculture intensive, basée sur le business, basée sur un maximum de rendement, même si on fait de la merde comme production, etc., un maximum de rendement à l'hectare. Et donc ça vaut au niveau agricole, ça vaut au niveau forestier également. Je veux dire, c'est la même chose, c'est maximum de productivité à l'hectare. C'est ça qu'on doit arrêter comme logique aujourd'hui, parce que ça n'intègre pas tous les dégâts qu'on fait au niveau de la santé, au niveau de la nature. Ça, c'est le problème. Et donc, nous proposons de réorienter nos subsides, non pas en nombre d'hectares, parce que c'est un grand problème aujourd'hui, Oui. c'est que les subsides sont donnés, donc c'est les grands domaines. Il faut quand même rappeler qu'il y a une polarisation quand même importante au niveau du monde agricole, avec au niveau européen de plus en plus de grands acteurs qui bouffent l'essentiel des subsides. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et deuxièmement, d'en donner plus à des acteurs agricoles qui tiennent compte de l'ensemble de la production, et notamment l'agriculture, l'agroécologie, qui me semble très important, notamment aussi la culture qui se fait en champ. Quand vous dites que c'est un problème du CO2, je rappelle que des formes agricoles peuvent aussi être une solution, hein. Je veux dire, si on fait la culture en champ, si jamais on fait brouter les vaches en champ, on a même carrément des puits carbone qui peuvent être créés. Donc l'agriculture peut même être source de solutions et pas uniquement source de problèmes. La question, c'est est-ce qu'on aide nos agriculteurs pour réaliser ça? Et ça, pour les contacts que j'ai avec les agriculteurs, ils me disent non, Raoul, le problème, c'est le marché décide de tout. Et donc, ça doit être rentable, oui ou non. Et donc, on va uniquement pouvoir produire, par exemple, dans le bio, uniquement par rapport à une demande, je veux dire, au niveau pouvoir d'achat qui peut exister, parce que ça coûte un petit peu plus cher, mais l'ensemble de la population qui s'appauvrit n'a pas accès à ce type de nourriture de bonne qualité. Je rappelle que la règle devrait être le bio, hein. Moi, je trouve que dans les grandes surfaces, on ferait mieux de dire légumes normal, et puis après, juste à côté, légumes pulvérisés de merde. Excusez-moi un peu l'expression. Non, mais au moins, ce serait clair. Je vais acheter... C'est ça qui ne va pas. Aujourd'hui, le bio, il est rangé dans le petit côté à côté. Ça devrait être la norme. Donc on parle d'impact sur la nature. Tout le monde connaît, je pense maintenant, l'impact de l'agriculture intensive sur la nature, puisqu'on la voit près de chez nous. Ce qu'on ne voit pas, c'est l'impact qu'on fait à l'extérieur des frontières. Et donc on a fait une étude pour essayer de quantifier, de mettre des chiffres sur l'impact de la Belgique en matière de déforestation dans le monde. Alors on arrive au chiffre hallucinant de 10 millions d'hectares, donc plus de 3 fois la Belgique qu'on monopolise, hein. C'est une surface au sol qu'on monopolise pour produire toute une série de produits, dont certains comme le soja, le cacao ou l'huile de palme, qui sont produits dans des pays où on coupe carrément ce qu'on appelle de la forêt primaire vierge, donc entièrement naturelle, ce qui entraîne la disparition d'espèces comme les orang-outans et d'autres espèces qui nous sont quand même chères, ce qui contribue au changement climatique. On libère des quantités astronomiques de CO2 en faisant ça. Et donc très concrètement,
Nous, ce qu'on attend ou ce qu'on aimerait savoir de la part du monde politique, c'est quelles mesures il propose pour que, d'une part, le consommateur puisse acheter une barre de chocolat, par exemple, sans se demander s'il va créer la déforestation. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué à Mhm. savoir. Et aussi pour que les producteurs s'engagent dans d'autres modes de production, et notamment acheter des produits qui sont durables. Mhm. Euh, Est-ce que vous avez une position sur ce sujet, ce qu'on appelle la déforestation importée? Oui, mais moi je prendrais le problème de l'autre côté. Franchement, je crois qu'on peut prendre des mesures ici en Belgique sur la Oui. conscientisation des consommateurs, etc. Mais je pense qu'on va surtout rendre leur indépendance économique, politique au pays du Sud. Je veux dire, j'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Ce que j'ai vu aussi, c'est que quand on voit l'état dans lequel se trouvent les États du tiers-monde, leur dépendance économique totale, leur absence complète de développement endémique, je veux dire, dans leur propre développement, il y a cette capacité à nos multinationales d'aller là-bas, d'aller faire la loi sur ce type de pays-là qui ne va plus. Donc Mhm. moi, je crois qu'une des premières mesures, franchement, c'est de permettre à ces pays du Sud de s'autodévelopper et d'avoir leur propre gestion où eux peuvent dire, en toute souveraineté, cette partie de nos forêts, vous n'y touchez pas. Or, le problème, c'est que cette dépendance économique des pays du Sud empêche ces pays de dire ça. Donc moi, je pense qu'une première mesure, un peu dans cette philosophie de l'ONU, c'est de dire qu'on doit rendre la vraie indépendance et qu'on doit un peu casser ce néocolonialisme, excusez-moi l'expression. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Formellement, tous ces pays sont indépendants depuis les années 60, économiquement, ils ne le sont pas. Et je pense que c'est un rôle important des progressistes dans les pays dits de la métropole, je veux dire que ce soit en Europe ou aux Oui. États-Unis, de pouvoir militer pour ça. Et je suis sûr que ces pays vont eux-mêmes pouvoir imposer des normes, s'ils avaient un peu les moyens politiques et économiques, pour dire nos forêts ici, on les protège. Ce qu'on devrait faire d'ailleurs chez nous. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y aurait des lois, que ce soit maintenant au Congo, que ce soit maintenant des lois qui interdisent à ces multinationales de venir couper là-bas. Ça me paraît d'une première mesure. La deuxième, à mon avis, c'est alors il y a un rôle à jouer ici, évidemment, en Europe occidentale et en Belgique particulièrement. Je pense qu'il y a une conscientisation à faire vers les grands acteurs du mobilier. Si vous parlez du bois, etc., etc., moi, quand j'entends qu'une compagnie comme Ikea veut se faire passer comme étant une société écologique, greenwashing, ce qu'on veut, etc., je veux dire, on va soutenir le... Allez, il faut arrêter, quoi. Je veux Mhm. dire, s'il y a bien un acteur qui est en train aujourd'hui de couper un peu les arbres à gauche et à droite, c'est bien une multinationale comme Ikea. Donc je pense qu'il serait temps aujourd'hui, dans le débat politique, d'aussi pointer du doigt des acteurs importants et de ne pas leur permettre qu'à moindre frais, ils se fassent une petite couche de verre, alors que ce qu'ils font sur le terrain, c'est pas Je tout pense que rose. c'est vrai. Je crois que c'est clair. Oui, la position est claire. Euh, Question suivante, c'est Retour vers le futur. Donc, on a demandé donc, à tous les partis de nous donner leur position sur les questions climatiques et de biodiversité. Et donc, on leur pose la question suivante, c'est qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Pas nécessairement Raoul Desbeaux, mais Mhm. du PTB dans 30 ans, sur votre contribution aux questions de la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Dans 30 ans, à mon avis, j'aimerais qu'on puisse dire, ils ont pointé du doigt que le problème était systémique et ils ont osé prendre le taureau par les cornes, quoi. Je crois que vraiment, ça c'est un point important, qu'on doit changer toute manière de produire, toute manière de concevoir les relations économiques de notre société. C'est ça le débat de fond. Et qu'on a osé attaquer ça, et pas qu'on ait de pragmatisme, je le dis, parce que on Mhm. pose aussi la question, ben oui, mais faire des coalitions, etc., etc., et qu'on ait de pragmatisme, parce qu'on a toujours fait comme ça, qu'il faut bien mettre de l'eau dans son vin, finalement on n'a même plus de vin du tout, quoi, hein, il reste rosé et qu'on ne goûte même plus rien du tout. Non, qu'on garde cette radicalité dans nos revendications qui sont nécessaires. Il nous reste 12 ans. C'est ça, je trouve, qui émane quand même aussi de ce rapport du GIEC, c'est qu'il y a urgence. Et j'espère qu'on va pas plier. Voilà, je le dis franchement, qu'on va pas plier dans ce consensus mou qui fait que dans 12 ans, on constatera qu'on n'a rien résolu, quoi. Donc justement, on parle du futur, donc on va du coup accueillir Eva, qui nous vient de Liège, qui représente, Bonjour bonjour Eva. Eva, la jeunesse, et donc finalement Eva, c'est toi qui devras dire, juger, ou ta génération qui devra juger ce qu'on a fait dans 30 ans ou pas. Et donc ce que je vais te demander, c'est d'expliquer d'abord pourquoi tu es là, enfin qu'est-ce qui motive ta venue, qu'est-ce qui fait que ces questions t'intéressent, et ensuite de poser ta question à Monsieur Elbo. Déjà, c'est une expérience assez unique et enrichissante, donc ça me fait plaisir de vivre ça. Et puis la question climatique, c'est quand même quelque chose qui me préoccupe et qui nous préoccupe un peu tous de plus en plus. Et donc, je vais vous parler tantôt de mettre en place des normes contraignantes. On est vraiment d'accord avec ça, les jeunes, on pense il faut mettre des normes, il faut faire des choses dans ce sens-là. Mais la question que je me pose, c'est comment faire pour mettre en place des normes contraignantes qui vont limiter les dégâts climatiques sans pour autant finir par vivre dans un monde super surveillé et plein de fraudes. Mhm.
Ben, là, ça pose la question effectivement du contrôle de ces normes. On l'a fait pour les pluies acides, par exemple, hein, on l'a fait pour le trou de la cage d'ozone. Donc la même question s'est posée. Les scientifiques ont tiré le constat de voir ce trou qui s'agrandissait. On a fait un lien de cause à effet entre certains gaz qui étaient relâchés et le trou de la cage d'ozone. On a mis des normes et là, il faut alors des inspecteurs évidemment qui viennent contrôler ça. Je veux dire, c'est normal qu'une société décide de dire voilà, ce type de normes-là, on veut les faire respecter. C'est la même chose avec les limitations de vitesse. Hein. On pourrait dire la même chose aussi. Voilà, c'est limité à 120 à l'heure. On pourrait dire, bah, de toute façon, si personne ne les respecte, ça ne va pas. Non, on fait respecter. Donc, ce sont des normes collectives qu'il faut pouvoir imposer. Donc, moi, je crois que c'est tout à fait faisable. C'est une question de volonté politique. Après, l'autre question, c'est de savoir s'il y a volonté politique. Et ça, je ne la sens pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a mis en place le système des quotas CO2, qui est plus souple et qui permet à une multinationale de dire, bah voilà, moi je ne vais pas prendre de mesures, mais j'ai des marges financières, je vais racheter des quotas à une autre entreprise qui a diminué sa production de CO2. Et c'est comme ça qu'on a un business qui est en train de se mettre en place, qui est fou et qui est contre-productif, quoi. Merci. Avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Monsieur Lebeau, merci beaucoup. On va aussi remercier les internautes qui nous ont suivis en direct et aussi ceux qui vont nous suivre en différé, puisque la vidéo sera disponible sur notre page Facebook, bien sûr, mais aussi sur notre page web, donc www.wwf.be. Voilà, merci et bonne journée.